Avez-vous déjà remarqué que la personne qui en fait le plus pour une famille est généralement celle qu'on apprécie le moins? C'est l'une des vérités les plus douloureuses de la nature humaine. Dans chaque dynamique familiale toxique, il y a un rôle pour chacun. Il y a le héros, l'allié, l'enfant roi, et puis il y a le bouc émissaire. Si vous m'écoutez et que vous avez passé votre vie à être celle qui répare les pots cassés, celle qui reste silencieuse pendant que les autres hurlent, celle qui paie les factures pendant que les autres s'amusent, alors vous savez exactement de quoi je parle. Ils exigent tout de vous, mais ne vous accordent aucune valeur. Ils traitent votre gentillesse comme une faiblesse et votre sacrifice comme un devoir. Mais ce qu'ils oublient, c'est que même la personne la plus patiente a ses limites. Et quand la personne qui a soutenu les fondations finit par lâcher prise, toute la maison s'écroule. Je m'appelle Sarah et pendant 32 ans, j'ai été le pilier invisible de la famille Miller. J'ai grandi dans une maison où l'air était toujours imprégné d'une sorte de vision sélective étrange. Mes parents, Robert et Diane, étaient des experts pour regarder à travers moi afin de ne voir que mon frère aîné, Marcus. Marcus était le soleil, et nous étions tous censés graviter autour de lui, peu importe à quel point il nous brûlait. Il était l'enfant prodige. Il était charmant, il était beau, et il était absolument, fondamentalement inutile. Depuis que nous étions enfants, Marcus ne pouvait rien faire de mal. S'il cassait une fenêtre, c'est que j'avais dû le distraire. S'il échouait à un examen, c'est que le professeur était partial. S'il avait des ennuis avec la justice à l'adolescence, c'est parce qu'il était tombé sur une mauvaise fréquentation. Mes parents passaient leur vie à le sortir du pétrin, tant sur le plan émotionnel que financier. Moi, en revanche, j'étais le fardeau. C'est moi qui ai cumulé 2 emplois pendant mes études parce que mes parents avaient dépensé mon fonds d'études pour payer un avocat à Marcus après son 3e retrait de permis. C'est moi qui étais présente à chaque fête, chaque anniversaire et chaque petite crise, pour m'entendre dire que j'étais trop sensible ou que je devais ressembler davantage à Marcus, qui était toujours sur le point de réussir un grand coup. Il ne voyait pas les longues heures que je consacrais à ma carrière d'analyste financière. Il ne voyait pas la discipline qu'il fallait pour construire une vie à partir de rien, pendant qu'ils s'occupaient à jeter leurs économies dans le puits sans fond des derniers projets commerciaux de Marcus. Il y a 10 ans, le château de cartes s'est finalement effondré. Marcus avait convaincu mes parents de co-signer un énorme prêt personnel pour une concession de voitures de luxe qui n'a même jamais ouvert. Il a pris l'argent, a mené la grande vie pendant 6 mois, puis a déclaré faillite, laissant mes parents avec une montagne de dettes qu'ils ne pouvaient pas payer. Ils étaient dans la soixantaine, face à une saisie immobilière. Ils allaient perdre la maison familiale, le seul endroit que j'ai jamais connu. Ils étaient terrifiés, pleurant à la table de la cuisine, alors que Marcus restait introuvable. Il était parti à 3 états de là pour recommencer sa vie avec une nouvelle petite amie, laissant le naufrage derrière lui. Je ne pouvais pas les regarder tout perdre. Malgré la façon dont ils me traitaient, ils restaient mes parents. Mais je n'étais pas dupe. Je savais que si je leur donnais simplement l'argent, ils trouveraient un moyen de le donner à Marcus. Alors, j'ai fait quelque chose d'audacieux. J'avais économisé chaque centime gagné, vivant dans un studio minuscule et mangeant des pâtes. J'ai utilisé cet argent pour créer une société immobilière anonyme. Grâce à une série de manœuvres juridiques complexes et à un excellent avocat, j'ai racheté la maison directement à la banque avant qu'elle ne soit mise aux enchères. J'ai remboursé les arriérés et repris l'hypothèque. Mes parents n'en avaient aucune idée. On leur a dit qu'une société d'investissement privé avait acheté la propriété et avait accepté de les laisser rester comme locataires à long terme, moyennant un loyer très bas et subventionné. Je leur ai dit que j'avais actionné des leviers avec un client au travail pour que cela arrive. Pendant une décennie, j'ai été leur propriétaire en secret. J'ai payé les taxes foncières. J'ai payé pour la nouvelle toiture. J'ai payé pour la chaudière quand elle a lâché en plein milieu du mois de janvier. Et parce que je ne pouvais pas me permettre mon propre appartement et l'hypothèque de leur maison, j'ai emménagé dans l'annexe du sous-sol. C'était un espace sombre et exigu avec des plafonds bas et une entrée séparée. Mais je l'ai rénové de mes propres mains. J'en ai fait un sanctuaire. Pendant ce temps,
Mes parents vivaient à l'étage, dans la spacieuse maison de 4 chambres que je payais. Et comment me traitaient-ils? Ils me traitaient comme une squatteuse. Ils me répétaient chaque jour la chance que j'avais qu'ils acceptent de me laisser vivre là. Ils m'obligeaient à leur payer un loyer, de l'argent que je remettais discrètement sur le compte de l'hypothèque dont ils ignoraient l'existence. Ils dénigraient ma carrière, m'appelaient la fille de la cave, et me rappelaient constamment que lorsque Marcus reviendrait, je devrais trouver un autre endroit où aller, car il méritait l'espace. Le point de rupture est arrivé il y a 6 mois. Marcus est revenu, mais il n'était pas seul. Il est arrivé avec Tiffany, une femme qui semblait n'avoir jamais passé une journée dans une pièce sans miroir. Tiffany était exigeante, snob et a immédiatement décidé que notre maison familiale était l'endroit idéal pour qu'il vive pendant que Marcus réfléchissait à sa prochaine étape. Mais il ne voulait pas d'une chambre d'amis. Tiffany a jeté un seul regard sur mon annexe rénovée au sous-sol, avec sa kitchenette moderne et son entrée privée, et a décidé qu'elle la voulait. Elle a dit à mes parents qu'elle ne pouvait absolument pas partager une salle de bain avec eux à l'étage et que le sous-sol était le seul moyen pour elle et Marcus d'avoir l'intimité qu'ils méritaient en tant que couple de haut standing. La cruauté a escaladé presque instantanément. Au dîner, ma mère soupirait et parlait de la sensation d'étouffement dans la maison. Mon père me demandait d'un ton sec quand j'allais enfin déménager et trouver un mari pour ne plus être un tel poids pour eux. Ils ont commencé à exiger plus de loyer de ma part, prétendant que le coût de la vie avait augmenté. Mais je savais que l'argent allait directement dans les virées shopping de Tiffany et les dîners coûteux de Marcus. Ils s'asseyaient à l'étage, riant et buvant du vin, tandis que je restais dans mon sous-sol tranquille, écoutant les lattes du plancher grincer sous le poids de leur sentiment de supériorité. Puis vint la nuit du dernier dîner. C'était un mardi. Ma mère avait préparé un rôti, le plat préféré de Marcus. Tiffany portait une bague qui semblait coûter plus cher que la voiture de mes parents, bien que je soupçonne qu'elle soit fausse. L'atmosphère était chargée d'une satisfaction suffisante et huileuse. J'étais assise là, picorant mon assiette, pendant qu'il parlait du mariage. Il prévoyait une cérémonie à Hawaï. Il parlait des milliers d'euros dont ils avaient besoin pour la compte. Robert, mon père, s'est raclé la gorge et a posé sa fourchette. Il m'a regardé avec une froideur qui me hante encore. Il a dit « Sarah, nous avons pris une décision. La famille passe avant tout. Marcus et Tiffany commencent une vie ensemble. Ils ont besoin de leur propre espace, et ce sous-sol est la seule solution logique. Tu as eu de la chance de rester ici aussi longtemps, mais il est temps que tu sois une adulte et que tu passes à autre chose. Nous avons fait préparer un document légal. » Il a fait glisser une enveloppe blanche sur la table. Je ne l'ai pas ouverte. Je savais ce que c'était. C'était un avis d'expulsion formel de 30 jours. Ma mère ne voulait même pas me regarder. Elle se contentait de hocher la tête, les lèvres serrées dans une moue de regret fin. Marcus ricanait, s'appuyant sur sa chaise comme un roi sur son trône. Tiffany vérifiait ses ongles, l'air ennuyé. Mon père a continué. « Tu es un échec, Sarah. Tu as 32 ans et tu vis toujours dans le sous-sol de tes parents. C'est embarrassant. Nous faisons ça pour ton bien. Tu dois sortir de là et faire enfin quelque chose de ta vie au lieu de te cacher ici comme une ermite. Tu as 30 jours pour vider tes affaires. » La pièce est devenue très silencieuse. Je pouvais entendre l'horloge tic-taquer sur le mur. Je pouvais entendre le vent secouer la vitre. J'ai ressenti une sensation étrange dans ma poitrine. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas de la tristesse. C'était un calme terrifiant et glacial. C'était le sentiment de 10 ans de loyauté, 10 ans de sacrifice et 10 ans d'amour se figeant soudainement pour éclater en 1 million de morceaux. J'ai regardé l'enveloppe. J'ai regardé Marcus, qui riait sous cape. J'ai regardé mes parents, qui me fixaient comme si j'étais un déchet qu'ils jetaient enfin. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas supplié. J'ai juste repoussé l'enveloppe vers le centre de la table. Je me suis levée, j'ai lissé ma jupe
et j'ai regardé mon père droit dans les yeux. « Je ne pars pas », ai-je dit. Ma voix était calme, presque naturelle. Le visage de mon père est devenu d'un violet colérique. « Pardon? Tu n'as pas le choix. C'est notre maison. Nous sommes tes parents et nous te disons de sortir. Tu es une invitée ici, Sarah, et ton invitation a été révoquée. » Je ne lui ai pas répondu. J'ai simplement tourné les talons et je suis partie. Je suis descendue dans mon sous-sol, j'ai verrouillé la porte et pour la première fois en 10 ans, j'ai dormi comme un bébé. Les 30 jours suivants furent une véritable guerre psychologique. Ils ont coupé Internet au sous-sol. Ils frappaient sur le plancher à 3 heures du matin pour me réveiller. Ils laissaient des sacs de poubelle devant ma porte. Marcus se tenait dans l'allée et se moquait de moi quand je partais au travail, me disant qu'il avait hâte de transformer ma chambre en sa salle de sport personnelle. Tiffany a commencé à commander des meubles pour le sous-sol, les faisant livrer sur le perron pour me narguer. J'ai tout ignoré. Je suis allée travailler, j'ai fait mon job et j'ai parlé à mon avocat chaque jour. Je me suis assurée que chaque détail était réglé, chaque signature authentifiée. Le jour du déménagement est arrivé un samedi. C'était une belle matinée ensoleillée. J'ai vu le camion de déménagement s'engager dans l'allée depuis ma fenêtre. Marcus et ses amis étaient là, prêts à sortir mes affaires sur la pelouse. Mes parents se tenaient sur le perron comme un comité d'accueil. Je suis restée dans mon sous-sol, assise sur mon canapé avec un dossier sur les genoux. Les coups contre ma porte ont commencé à 10 heures précises. Ce n'était pas un cognement, c'était un martèlement violent et rythmé. « Sarah !» La voix de mon père était un rugissement. « Sors de là tout de suite! La police est en route. On t'avait dit qu'on ne plaisantait pas. » Je n'ai pas bougé. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu les sirènes. 2 voitures de police se sont garées sur le trottoir. J'ai observé par les stores mes parents courir vers elles, agitant les bras. Ils jouaient le rôle de leur vie. Ma mère se tenait la poitrine, feignant un malaise. Mon père désignait la porte du sous-sol, hurlant qu'il y avait une intruse hostile, une fille qui avait perdu la tête et refusait de quitter leur domicile. Il disait aux agents que j'étais dangereuse, que je squattais et qu'ils craignaient pour leur sécurité. J'ai entendu les bottes lourdes des officiers dans l'escalier. J'ai entendu le tintement de leur ceinture. Un coup ferme et professionnel a retenti à ma porte. « Police, ouvrez la porte !» Je me suis levée, j'ai pris une grande inspiration et j'ai ouvert. Il y avait 2 policiers, l'un plus âgé avec un visage fatigué et l'un plus jeune qui semblait mal à l'aise. Derrière eux, mes parents, Marcus et Tiffany, étaient regroupés, leurs visages tordus par un mélange d'anticipation et de méchanceté. « Officier !» a crié mon père. « C'est elle! Sortez-la de là! Traînez-la dehors s'il le faut! » Le policier plus âgé m'a regardé. « Madame, vos parents nous ont fourni l'acte de propriété de cette maison à leur nom, datant d'il y a 20 ans. Ils ont émis un avis d'expulsion légale qui a expiré. Vous devez rassembler vos affaires et quitter les lieux immédiatement. Sinon, nous devrons vous arrêter pour violation de domicile. » J'ai regardé le policier. Je n'ai pas regardé ma famille. Je lui ai tendu le dossier. « Officier, » ai-je dit doucement, « je pense qu'il y a un malentendu. S'il vous plaît, regardez ces documents. » Le policier a pris le dossier d'un air sceptique. Mon père s'est mis à rire. « C'est quoi ça? Un faux bail? Tu es délirante, Sarah. Laisse tomber. » L'officier a ouvert le dossier. Il a commencé à lire. Ses yeux bougeaient rapidement d'abord, puis ont ralenti. Il a tourné la 2e page, puis la 3e. Il a regardé le sceau officiel de la société immobilière. Il a regardé le contrat d'achat d'il y a 10 ans. Il a regardé les registres fonciers actuels et l'acte de vente. Il a regardé le document qui me désignait, moi, Sarah Miller, comme l'unique propriétaire et l'agente enregistrée de la société qui possédait la propriété. Il a levé les yeux vers mon père. Son expression était passée de la fatigue à une froideur de marbre. « Monsieur, » a-t-il dit, « d'où sortez-vous l'idée que vous êtes propriétaire de cette maison? » Mon père a bégayé.
Quoi? Nous vivons ici depuis 30 ans. Nous l'avons acheté en 94. Le policier a secoué la tête. Selon les registres du comté et ses documents certifiés, cette maison a été vendue lors d'une vente privée il y a 10 ans à cette société. Vos noms ne figurent plus sur ce titre de propriété depuis une décennie. Le silence qui a suivi était assourdissant. C'était le bruit d'un monde qui s'effondrait. La main de ma mère est montée à sa bouche. Le sourire arrogant de Marcus a disparu, remplacé par un regard de confusion totale. Tiffany regardait de l'un à l'autre comme si elle essayait de calculer la valeur d'une maison qui lui glissait soudainement entre les doigts. Le policier s'est tourné vers moi. « Mademoiselle Miller, vous êtes la propriétaire de cette propriété? »« Je le suis, » ai-je répondu. « Je l'ai achetée pour les sauver de la saisie quand les dettes de mon frère ont failli les détruire. Je les ai laissés rester ici par bonté d'âme, mais c'est moi qui paye l'hypothèque, les taxes et les assurances depuis 10 ans. Ils ne sont pas mes bailleurs, ce sont mes locataires. » Le jeune policier a regardé mon père. « Monsieur, vous nous avez appelé pour signaler une intruse. Mais, d'après ce que je vois, la seule personne qui a le droit d'être ici, c'est votre fille. C'est vous qui vivez chez elle. » Le visage de mon père est passé du violet à un blanc spectral, presque maladif. Il semblait sur le point de s'effondrer. « Robert ?» a chuchoté ma mère. « Robert, qu'est-ce qu'il raconte ?» Je suis sortie du sous-sol et me suis tenue sur le petit palier, les dominant. J'avais passé toute ma vie à lever les yeux vers eux, me sentant petite, sentant que j'étais celle qui avait de la chance d'être tolérée en leur présence. Mais maintenant, pour la première fois, je me sentais grande. « Vous vouliez parler de la famille qui passe avant tout ?» ai-je dit. Ma voix était glaciale, tranchant l'air comme une lame. « Vous vouliez parler de qui est un échec et qui est un fardeau. Pendant 10 ans, je vous ai porté. J'ai travaillé jusqu'à l'épuisement pour m'assurer que vous aviez un toit sur la tête pendant que vous me traitiez comme de la boue. J'ai sauvé cette maison. J'ai sauvé votre réputation. Et comment m'avez-vous remercié? Vous avez essayé de me jeter à la rue pour faire de la place à la personne qui a causé votre ruine en premier lieu. » Marcus a fait un pas en avant, la voix tremblante. « Sarah, allez. On ne savait pas. Si on avait su, on n'aurait pas... » « On n'aurait pas quoi? » l'ai-je interrompu. « Vous n'auriez pas été aussi cruel? Vous ne vous seriez pas moqué de moi? Non, Marcus. Tu aurais juste trouvé un autre moyen de me saigner à blanc. Tu es un parasite. Tu l'as toujours été. Et maman, papa, c'est vous qui l'avez nourri. » Je me suis tournée vers l'officier. « Officier, puisqu'ils ont eu la gentillesse de préparer la paperasse, j'ai aussi quelque chose pour eux. » J'ai sorti 3 enveloppes du fond du dossier. J'en ai tendu une à mon père, une à ma mère et une à Marcus. Ce sont des avis d'expulsion sous 30 jours, ai-je dit. Vous vouliez que je parte dans 30 jours. Maintenant, les rôles sont inversés. Vous avez 30 jours pour trouver un nouvel endroit où vivre. Et parce que je suis la propriétaire, et parce que vous avez créé un environnement de vie hostile, je vais demander une ordonnance de protection immédiate qui interdit à Marcus et Tiffany de remettre les pieds sur cette propriété. Ils peuvent partir dès maintenant. La scène qui a suivi était un chaos total. Tiffany a commencé à hurler sur Marcus, le traitant de raté et de menteur. Elle a réalisé qu'il n'y avait pas de maison gratuite, pas de sanctuaire au sous-sol et pas d'argent à récupérer. Elle s'est précipitée vers sa voiture et a démarré en trombe, laissant Marcus sur l'allée avec ses cartons et ses rêves brisés. Ma mère a commencé à gémir, me suppliant de reconsidérer, me disant qu'ils étaient vieux et n'avaient nulle part où aller. Mon père restait là, fixant l'avis d'expulsion dans sa main, comme si c'était un arrêt de mort. Les policiers sont restés jusqu'à ce que Marcus et Tiffany aient vidé leurs affaires. Ils les ont escortés hors de la propriété. J'ai regardé depuis le perron mon frère, l'enfant roi, descendre l'allée avec rien d'autre qu'une valise et un regard de défaite totale. Les 30 jours suivants furent calmes. Il n'y avait plus de coups sur le plancher, plus de rires venant de l'étage. Mes parents ont essayé de me parler, de s'excuser, d'expliquer qu'ils étaient juste stressés.
Ils ont essayé de jouer la carte de la famille une dernière fois. Mais chaque fois qu'ils ouvraient la bouche, je me souvenais de l'expression sur le visage de mon père quand il m'avait tendu cette enveloppe au dîner. Je me souvenais de la façon dont ma mère détournait le regard quand on m'insultait. Je me souvenais que pendant 10 ans, ils ne m'avaient pas aimé. Ils s'étaient juste servis de moi. Ils ont déménagé un mardi pluvieux. Ils n'avaient pas assez d'argent pour un bel endroit, d'autant plus que Marcus avait déjà dépensé leurs économies pour la bague de Tiffany et les acomptes du mariage. Ils ont fini dans un minuscule 2 pièces, dans un quartier de la ville qu'ils méprisaient autrefois. C'était bon marché, exigu, et c'était exactement ce qu'ils pouvaient s'offrir avec leur maigre retraite. Marcus n'est pas allé avec eux. Dès que l'argent a cessé de couler, il a disparu à nouveau, emménageant chez une autre personne innocente qu'il pourrait manipuler. Une fois la maison vide, le silence était magnifique. J'ai passé les mois suivants à rénover l'étage. J'ai abattu le mur qui séparait la cuisine du salon, laissant entrer la lumière. J'ai repeint chaque pièce dans des tons clairs et aériens. J'ai jeté les vieux meubles lourds qui sentaient l'amertume et les secrets. J'ai acheté un grand lit confortable et je l'ai installé dans la chambre principale, celle où mes parents avaient vécu pendant 30 ans. J'ai aussi pris un chien. Un gros golden retriever maladroit nommé Cooper. Il se moque de ma carrière ou de combien d'argent j'ai. Il aime juste s'asseoir à mes pieds pendant que je bois mon café sur le perron le matin. Je n'ai pas reparlé à mes parents ni à Marcus depuis le jour de leur départ. Ils ont envoyé des lettres, bien sûr, des lettres remplies de reproches et de demandes d'argent. Je ne les lis pas. Je n'en ai pas besoin. J'ai passé 32 ans à lire leurs émotions, à lire leurs humeurs et à lire leurs besoins. J'ai fini de lire. Les gens me demandent parfois si je me sens coupable. Ils demandent comment j'ai pu faire ça à ma propre chair et à mon propre sang. Et je leur dis la même chose à chaque fois. La famille n'est pas seulement une question d'ADN. La famille est une question de respect, de loyauté et d'amour. Si vous traitez quelqu'un comme un ennemi, vous ne pouvez pas être surpris s'il cesse d'agir comme un ami. Je n'ai pas expulsé mes parents par méchanceté. Je les ai expulsés parce que j'ai enfin compris que je méritais de vivre dans une maison où j'étais respectée. S'opposer à une famille toxique est la chose la plus difficile que vous aurez jamais à faire. Ils connaissent vos points sensibles. Ils connaissent vos faiblesses. Ils savent exactement comment vous faire passer pour la méchante de votre propre histoire. Mais il y a une puissance dans la vérité qu'aucun mensonge ne pourra jamais vaincre. Quand vous cessez enfin de jouer le rôle qu'ils vous ont assigné, vous réalisez que la scène qu'ils ont construite n'était faite que de papier. Le karma n'est pas toujours un éclair tombant du ciel. Parfois, le karma, c'est juste la personne qui a tout maintenu ensemble décidant enfin de lâcher prise. C'est le moment où les sacrifices cachés sont mis en lumière et où les gens qui les considéraient comme acquis sont forcés de faire face à la réalité qu'ils ont créée. Je ne suis plus le pilier invisible. Je suis la propriétaire de ma vie, la propriétaire de ma maison et la propriétaire de ma paix. Et croyez-moi, la vue depuis l'étage est bien meilleure qu'elle ne l'a jamais été depuis le sous-sol. Si vous souffrez aujourd'hui, si vous êtes traité comme le bouc émissaire, souvenez-vous simplement, vous détenez plus de pouvoir qu'ils ne veulent vous le laisser croire. C'est vous qui tenez le toit. Et vous avez parfaitement le droit de décider qui a le privilège de vivre dessous. Soyez courageuse, soyez ferme, et n'ayez jamais, au grand jamais, peur de leur rendre l'enveloppe qu'ils ont essayé de vous donner. Parce qu'au final, la seule personne envers qui vous avez une dette réelle, c'est vous-même.